La ville de New York en 1864. Ce texte est issu d'un ouvrage de Ernest Duverger de Horan, 8 mois en Amérique, lettres et notes de voyage, 1864-1865, publié donc à Paris. On parle trop des splendeurs américaines. Le premier aspect de New York est rebutant et vulgaire. Les pavés effondrés, les rues boueuses, les squares pleins d'herbes et de broussailles, les omnibus, disgracieux wagons qui roulent sur des voies ferrées, les maisons irrégulières, bariolées d'affiches colossales, ont la laideur négligée d'un bazar en plein vent. Nos vieilles cités d'Europe ont tout un caractère. Celle-ci n'en a d'autre que sa platitude. C'est un grand village né d'hier, sans monuments, sans limites, envahissant la campagne à mesure qu'il lui faut des maisons et des magasins. L'édilité, qui pourtant se paye assez cher, ne s'y occupe guère, à ce qu'il paraît, que de l'alignement des rues. Elle adopte pour les désigner un plan symétrique et uniforme qui divise la ville en carrés d'échiquier. Toutes les voies parallèles à Broadway sont des avenues. Toutes les voies perpendiculaires sont des rues. Chacune a pour tout nom un numéro d'ordre. Les rues se comptent du sud au nord, les avenues de l'est à l'ouest, de façon qu'on se dirige dans les rues de New York par longitude et latitude, comme sur mer. Cela est commode assurément. Mais une ville où les rues sont des nombres, c'est comme un peuple où les hommes sont des machines. Cela semble n'avoir ni tradition ni patrie. C'est une vaste hôtellerie ouverte à tout venant, où l'argent seul distingue les hommes. Tout le monde s'y occupe d'affaires. Broadway, Wall Street et toute la basse ville sont chaque jour, pendant 10 heures, le rendez-vous universel. Des milliers d'omnibus descendent la grande rue, remplis tous les matins d'une foule compacte qu'ils amènent tous les soirs. Ni les boulevards, ni le Strand, ni le Corso de Rome au jour de carnaval ne peuvent donner l'idée de ce mouvement tumultueux. Nos flâneurs parisiens ne ressemblent guère à cette population maussade, affairée, soucieuse, qui se coudoie et s'encombre parmi les charrettes. Nos boutiques riches et élégantes font bien dédaigner ces somptueuses vitrines où une marchandise rare et pauvre disparaît sous la pompeuse immensité des enseignes. Ces passants, tous vêtus de même, ont l'air d'un peuple endimanché. J'observe avec étonnement la brusquerie de leur allure, leur infatigable et disgracieuse activité. Il semble que l'excès de la civilisation et du bien-être ait étouffé en eux l'intelligence et le sentiment du beau, que le positivisme utilitaire y règne en maître absolu. Ces hommes si éclairés, si sages, si bien munis d'expérience et de savoir pratique en sont venus, pour les plaisirs de l'esprit, à la naïveté des sauvages ou des paysans. Le temple de l'art, à New York, c'est le musée Barnum, où l'on montre des géants d'Islande, des femmes de Patagonie, des nains, des serpents de mer, des albinos, que sais-je encore, et où l'on enseigne au peuple ébahi le grand art de la mystification. Ce que j'admire le plus à New York, ce ne sont ni les banques, ni la poste, ni la monnaie, édifice lourd et mercantile, ni même ce joujou gothique de Trinity Church, miniature mesquine des cathédrales anglaises. Ce sont les quais et les rades, le mouvement prodigieux des îles et des rivages, le tourbillon continuel de ces bateaux à vapeur bizarres, sorte de maisons flottantes surmontées d'une machine qui se balance comme un bras nerveux et agité. Ils vont, viennent, s'entrecroisent en poussant des mugissements rauques. Brooklyn est un lieu de plaisance peu à peu transformé en ville. Elle a l'air plutôt d'un riche village que d'une cité commerçante et populeuse. Toutes les rues sont ombragées d'arbres.
les maisons entourées de jardinets fleuris et la solitude si grande que les enfants jouent sur les portes et sur les chemins. C'est la demeure d'une foule de familles qui ne peuvent habiter les quartiers élégants. Mes amis m'ont mené à Central Park, vaste bois de Boulogne américain avec vallons, rochers, cascades, ponts, aqueducs, lacs et montagnes qui s'ouvrent au bout de la 5e avenue. C'est là, sur une longueur d'une lieue et dans les rues transversales, que demeure le monde élégant. Les maisons sont coquettes, entourées de grilles, de parterres, de buissons, de roses grimpantes. L'intérieur est aussi soigné que le dehors. Toutes les recherches du luxe sont réunies dans ces bonbonnières. Chaque chambre a ses conduites d'eau, de gaz et de chaleur. Chacune est munie d'une salle de bain. Le tout tient d'ordinaire dans un rectangle de 25 pieds de façade sur 100 pieds de profondeur. C'est la mesure consacrée, l'unité de superficie des terrains des villes. Chaque famille vit seule, d'ailleurs dans sa maison. Il y a loin de ces agréables demeures, à nos escaliers sombres, à nos cours étroites et à nos logements étouffés. Le parc, s'il faut en croire son nom, sera un jour le centre de la ville. Rien de plus américain que ce nom ambitieux, donné de prime abord à un terrain sauvage situé au-delà des faubourgs. Quelle limite assigner à cette ville envahissante qui déborde dans la banlieue et qui a peut-être doublé depuis 15 ans. Aussi, la municipalité tranche-t-elle de la capitale. Elle emprunte 60 millions pour construire le parc. Elle envoie des architectes étudier en Europe l'art des jardins. On bâtit des ponts, des terrasses de marbre, on creuse un lac dans une vallée, on plante des parterres de fleurs et d'arbustes rares. Tout cela est récent, à peine achevé, mais déjà envahi chaque soir par une légion de cavaliers d'équipage où je remarque surtout ces surprenantes voitures américaines aux jambes grêles qui ressemblent à de frêles bijoux de filigrane et courent avec leurs longues jambes comme de grandes araignées. Près de là est situé le grand réservoir des eaux de la ville. C'est un bassin de granit qui a 2 miles de tour et dont l'étendue est presque effrayante. Nos réservoirs de Versailles ne sont auprès que des jeux d'enfants. Commentaire. Il s'agit d'un tableau de New York en 1864, rédigé par un représentant de la haute société parisienne sous la forme de notes de voyage. Il représente les risques inhérents à ce type de source. L'auteur tient des propos très subjectifs qui ne doivent pas être pris pour argent comptant. En outre, il commet des erreurs ou simplifie excessivement. Exemple. Il prend les tramways, encore inconnus en Europe, wagons qui roulent sur des voies ferrées, pour des omnibus. Il soutient que Broadway est perpendiculaire à toutes les rues. Il laisse entendre que toute la ville est construite selon un plan damier et que toutes les rues ont un numéro d'ordre, ce qui n'est pas le cas au sud de la presqu'île. Ces erreurs doivent être corrigées. Il faut situer les lieux cités et donc consulter des cartes et, éventuellement, joindre un croquis aux commentaires. Attention au risque de l'anachronisme à propos des tramways. Ne pas dire que ceux-ci sont électriques. À l'époque, ils sont encore hippomobiles. Quels sont les thèmes à considérer? Le plan de New York, les transports, les activités économiques, la population, les quartiers, Central Park, les migrations des élites, le regard du Parisien. Duverger de Horanne, né en 1843, donc l'auteur, a pour père un notable orléaniste. Il vient aux États-Unis, comme Tocqueville 30 ans plus tôt, pour étudier la démocratie américaine. Le texte est un récit de voyage, dont la finalité politique n'apparaît pas ici.
L'auteur débarque à New York en juin 1864. C'est la dernière année de la guerre de sécession. En Europe et aux États-Unis, l'urbanisation s'opère à un rythme accéléré, en liaison avec l'industrialisation et l'explosion démographique. De toutes les villes américaines, New York est celle qui connaît le plus vif essor, pour des raisons spécifiques. Son port, l'immigration et le canal vers le lac Erie. Sa croissance. En 1810, 100 000 habitants. En 1860, donc 50 ans plus tard, plus de 1 100 000, dont Manhattan, première ville américaine, 800 000 habitants, et Brooklyn, troisième ville américaine, 300 000. Pour comparaison, Philadelphie, deuxième ville des États-Unis, possède un demi-million d'habitants. Londres, en Europe, 3 200 000. Paris, 1 700 000. La zone urbanisée n'atteint pas encore Central Park. Le texte informe autant sur l'objet de l'observation, la ville de New York, que sur l'observateur. Il convient donc de présenter les faits qu'il évoque, mais aussi de mettre en évidence le regard personnel de l'Européen. Dans la présentation des faits, il peut être judicieux de comparer New York à d'autres villes. En aucun cas toutefois, ces dernières ne doivent être traitées en elles-mêmes. On se gardera de suivre l'ordre du texte, qui n'est guère logique. Il faut regrouper les différents aspects du tableau en 2 ou 3 ensembles équilibrés. Ici, nous retenons la structure urbaine, la population et ses activités, et les quartiers. Le regard personnel de l'auteur peut être abordé de 2 manières, soit au fil du commentaire, soit dans le cadre d'une partie finale. Nous retenons ici la première option. La ville possède une structure urbaine rationnelle et sans âme. New York apparaît à l'auteur comme un grand village né d'hier, sans monuments, sans limite, mal entretenu, qui présente la laideur négligée d'un bazar en plein vent et semble n'avoir ni tradition ni patrie. Il convient de rappeler que la ville n'est pas née d'hier, mais a été fondée en 1623. Il faut également montrer que ses dépenses par habitant ont tout de même presque quintuplé entre 1850 et 1869. L'auteur s'étonne du plan symétrique et uniforme qui divise la ville en carrés d'échiquier et de la numérotation de chaque rue. Notons que ce plan, ainsi que la numérotation des rues, ne concerne pas la partie la plus ancienne, le sud de la presqu'île. Le plan damier n'a été décidé qu'en 1811. Il ne s'applique donc qu'à la zone urbanisée ultérieurement. Il traduit la volonté de la ville de programmer son expansion à long terme sur une vaste étendue. Rien de plus américain, car c'est une autre manifestation d'expansion planifiée. Cela a un caractère d'immensité, c'est récent, mais déjà envahi. Effectivement, la construction du parc public a été décidée en 1856 parce que la ville commençait à être coupée de la mer par les installations industrielles. Elle s'est réalisée sur des terrains plus ou moins vagues. Le parc n'est atteint par l'urbanisation que dans les années 1870. La ville possède une activité débordante. Population, pluralité d'activités, transport moderne et intensément utilisé. En effet, cette population est entièrement vouée aux affaires. Tout le monde s'y occupe d'affaires, est en proie à une infatigable et disgracieuse activité. Par conséquent, la population est inaccessible au raffinement d'esprit. Le temple de l'art est le musée Barnum,
créé en 1841. Les seuls grands édifices sont mercantiles. Cette vision est très représentative des préjugés aristocratiques de Duvergier. On peut regrouper les activités signalées par l'auteur en deux grandes catégories. D'une part, les activités financières, Wall Street, les banques. Il faut rappeler à ce sujet que New York est la première place financière américaine depuis 1836. Et d'autre part, les activités portuaires, commerciales et industrielles. Duvergier fixe son attention sur les omnibus sur rail et les bateaux à vapeur. Les premiers, en fait des tramways hippomobiles, sont encore inconnus en Europe. Ils ne se développent en France qu'après 1870. Pour certains historiens, ils se sont imposés à cause du mauvais pavage des rues signalé par l'auteur. En 1860, ils ont transporté 36 millions de passagers. Les bateaux à vapeur font partie du paysage new-yorkais depuis les premiers essais du Clermont de Robert Fulton sur l'Hudson en 1807. Parmi eux, les ferries assurent la liaison Manhattan-Brooklyn. Le fameux métro surélevé ne sera édifié qu'en 1867. Troisième aspect du commentaire de Duvergier. Les quartiers spécialisés. Les quartiers voués aux fonctions économiques sont séparés du reste de la ville et distincts les uns des autres en fonction de leur activité. Ici sont cités les deux principaux, la basse ville et Wall Street, partie la plus ancienne de la ville, d'abord résidentielle, puis consacrée à la finance et frappée par un phénomène de city, comme le centre de Londres. Et le port, qui n'occupe encore, en 1864, que la pointe sud de Manhattan, et accueillait, en 1860, 60% des importations américaines. Deux quartiers sont visités par Duvergier. Brooklyn, quartier des classes moyennes, dont l'essor a été favorisé par son aspect salubre et champêtre, la proximité du centre d'affaires et le ferry boat, et la 5e avenue, le quartier élégant, celui des classes supérieures. Les élites, contrairement à leurs homologues européennes, sont constituées de nouveaux riches sans racines. Elles se déplacent constamment vers le nord. Autrefois établies à Wall Street, elles se sont ensuite installées sur la 5e avenue. Cause de ces migrations, le désir de s'éloigner des immigrants, la rapidité de l'innovation technologique, qui déclasse vite les résidences les plus luxueuses. Enfin, la recherche du voisinage des familles les plus en vue. La conclusion marquera les limites du texte qui évoque les quartiers des classes moyennes et supérieures, mais non ceux des immigrants. Lower East Side. La conclusion indiquera aussi la portée des informations sur la ville, le texte permettant d'appréhender la double particularité de New York, d'une part par rapport aux villes européennes, mode de développement, transport, quartier, d'autre part par rapport aux autres villes américaines, la croissance, la densité, la volonté d'isolement des élites sont ici plus fortes. Il s'agit enfin de montrer que le jugement de Duvergier, mélange de fascination pour l'immensité, la modernité et l'activité de New York, et de répulsion pour son absence de caractère, ainsi que pour la personnalité de ses habitants, vulgaires et mercantiles, rejoint, malgré ses spécificités, celui d'un grand nombre de voyageurs européens des 19e